Le nouveau guide suprême Mojtaba Ramenei affirme que toutes les personnes figurant sur leur liste de A à Z répondront un jour de la mort de son père et, par extension, de celle de sa famille. Il déclare que ces personnes ne doivent plus espérer quitter ce monde paisiblement. Selon le guide suprême, cette vengeance ne dépend plus uniquement de lui ni des autres responsables iraniens. Qu'ils soient présents ou non, vivants ou non, que les autres dirigeants iraniens le soient ou non, vivants ou non, cette vengeance sera exécutée. Il ajoute que chaque personne libre dans le monde accomplira une partie de ce qu'il qualifie de mission divine. Autrement dit, des instructions ont déjà été données. Il ne s'agirait pas nécessairement de frappes de missiles ou de drones contre les territoires américains ou européens, non. Mais potentiellement, d'élimination ciblée de personnes sans laisser de traces. Le 1er mars 2026 et le 19 mai 2026, les services de renseignement intérieur allemands avaient averti que l'Iran avait, par le passé, démontré sa capacité à mener 16 opérations d'élimination au-delà de ses frontières. Ils estimaient également que Téhéran est en mesure de conduire des représailles, y compris par l'intermédiaire de cellules dormantes implantées en Europe ou dans d'autres régions du monde. De son côté, le président Trump affirme que 1000 missiles sont prêts et pointés vers la République islamique d'Iran, avec des milliers d'autres susceptibles d'être lancés immédiatement si Téhéran mettait ses menaces à exécution. Cependant, là où le président Trump semble se tromper une fois de plus, l'histoire récente montre que l'Iran n'a généralement pas modifié sa stratégie sous l'effet des menaces américaines. Le guide suprême l'a bien précisé, c'est une mission divine. Résultat, l'exécution de ces opérations n'est qu'une question de temps. On vient d'apprendre, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais c'est dingue. L'armée la plus puissante du monde vient de se faire donner une leçon d'humilité en plein direct. Des spécialistes ukrainiens de lutte anti-drone envoyés au Moyen-Orient viennent de lâcher une bombe dans les colonnes du Times. La défense aérienne américaine et celle du Golfe seraient d'une inefficacité totale. Mais attendez, car c'est là que le scandale éclate. Vous imaginez que les systèmes patriotes sont le bouclier ultime. Détrompez-vous. Les retours du terrain sont catastrophiques. Les Américains auraient tiré jusqu'à 8 missiles patriotes sur un seul petit drone Shahed. Faites le calcul. 16 millions de dollars de munitions pour abattre un drone à 35 000 dollars. C'est comme essayer de tuer une mouche avec un canon en or. On vient de passer un cap d'absurdité militaire. Les Ukrainiens dénoncent des systèmes laissés en mode automatique, sans aucun opérateur pour corriger les erreurs. Plus grave encore, ils pointent du doigt une absence totale de mobilité. Certains radars américains sont restés fixes au même endroit pendant des semaines, attendant sagement d'être repérés et pulvérisés par l'adversaire. Écoutez bien, car c'est là que le piège se referme. On est en 2026 et l'expérience du front ukrainien est en train de ridiculiser les doctrines de l'OTAN. Les militaires qui ont survécu... Les stratèges du Pentagone sont dépassés face à ce qu'ils sont en train de constater du côté de l'Iran. Ils sont dépassés. Donald Trump lui-même, actuellement, il ne se retrouve pas. Depuis d'ailleurs qu'il a reçu la confirmation avec certitude que l'Iran veut l'envoyer au repos éternel, il ne se retrouve pas. Après les déclarations de Donald Trump, où il a menacé de 1000 missiles l'Iran, mais il y a deux choses qui viennent de se présenter. C'est l'actuel guide suprême iranien, le nouveau guide, Mojtaba Ramenei, qui vient de faire une promesse. Il promet de venger son père. C'est la deuxième fois qu'il réitère cela. Pour la première fois, c'était juste après son installation, sa prise de fonction en tant que guide suprême. La deuxième fois, c'est juste après l'enterrement de son père. Et juste après les déclarations de Donald Trump. Il promet de venger son père. Ça, c'est le premier phénomène observé. Nous y reviendrons parce que cette promesse, ça en dit long lorsqu'on relit les choses. Le deuxième phénomène, c'est le média CNN, un média, je crois il est américain, très crédible aux yeux des Occidentaux, qui a fait une révélation fracassante. Les sites nucléaires iraniens qui ont été bombardés en juin 2025, qui ont été bombardés depuis le début du conflit en février 2026, ces sites nucléaires sont en train d'être restaurés rapidement que possible, au plus vite que possible. La restauration a commencé.
l'Amérique ne pouvait pas du tout s'attendre à cela. Surtout en période de guerre, pendant qu'ils sont en guerre, pendant que ça frappe. Vous savez, ils ont des satellites. Ces satellites surveillent ces différents sites. Dans le cadre de la surveillance, ces satellites ont fait des observations en mois de juin. Après les observations, les satellites ont fait des photographies. En mois de juillet, en ce début de juillet, de nouvelles photographies ont été faites. L'observation est différente. On constate qu'il y a vraiment des travaux qui sont en cours. Voici le deuxième phénomène qui les dépasse. Alors, selon CNN, l'Iran a repris la restauration discrètement de plusieurs installations nucléaires et des missiles endommagés lors des bombardements américains et israéliens. Donc, plusieurs missiles et plusieurs installations, ils ont commencé la restauration. Des missiles avaient été endommagés. Ils ont commencé la réparation de ces missiles. Discrètement. Alors, selon toujours CNN, ces activités pourraient compromettre davantage les perspectives de conclusion d'un accord de paix. Ça, c'est selon CNN. Et selon la pensée américaine. Mais, conclusion d'un accord de paix, perspective, il n'y en a plus. Pour l'instant. En tout cas, pour ces dernières 48 heures ou 72 heures, il n'y en a plus. Il n'y a plus de perspective de paix pour le moment. Parce que l'accord de paix qui était là, c'est Donald Trump lui-même, le 8 juillet, il a mis un terme à cela. Nous avons animé une conférence là-dessus ici. Donald Trump a mis un terme à cet accord. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de perspective. Pas du tout. Donc, de nouvelles images satellites prises en juin et juillet, analysées par CNN en collaboration avec l'Institut de la science et de la sécurité internationale, montrent des travaux de réparation sur plusieurs sites stratégiques iraniens. Donc, c'est le média CNN qui a travaillé en collaboration avec un institut. C'est l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Ils ont analysé les images, ils ont compris que l'Iran n'était pas assis. L'Iran travaille. L'Iran ne se laissera pas amadouer par un soi-disant accord de paix qui est inexistant, dont l'Iran savait que à tout moment cet accord pouvait disparaître. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en ce 11 juillet 2026, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, qui a brisé le silence. L'Iran a accusé aujourd'hui Washington de manquement, de manque de respect vis-à-vis de l'Iran. Parce que c'est Washington qui viole, qui a mis un terme au cessez-le-feu à l'accord cadre, le mémorandum d'entente qui était entre eux. Et donc, l'Iran a dit, il y a du respect que lorsque c'est mutuel. Si ce n'est pas mutuel, on s'en fiche de vous. Donc, il faut dire que, alors, les Iraniens sont prêts. Ils ne comptent pas du tout sur un quelconque accord. Ils avaient été très clairs. Nous sommes à la fois à la table de négociation et à la fois sur le champ de bataille. Donc, si l'Iran continue de se préparer, réparer ce qui a été détruit, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Alors, sur l'un d'entre eux, des sites, des couvertures temporaires avaient d'abord été installées au-dessus des zones endommagées avant d'être remplacées, quelques semaines plus tard, par une structure en béton armé. Ça, ce sont les sites. Donc, la présence de bétonnières à proximité laisserait penser, selon les experts interrogés, que Téhéran cherche à réparer les dégâts causés par les bombardements. Alors, de l'autre côté, on nous dit qu'une activité importante aurait également été observée sur le site du mont Pikis, là où l'Iran développe des infrastructures nucléaires souterraines. La nouvelle montagne, le nouveau site nucléaire iranien qu'on appelle la pioche, Pekas. C'est le nouveau site où l'Iran a creusé sous les rochers dans une profondeur inédite. C'est le nouveau site qui a été construit rapidement juste après le bombardement des 3 sites, Natanz, Ispahan et Fordow. Donc, des activités ont été observées aussi à ce niveau. Alors,
Et il a dit que des véhicules ont notamment été aperçus au niveau de ce site, des véhicules entrant, sortant du tunnel au cours des dernières semaines. Et selon les experts cités par CNN, ces activités pourraient constituer une violation des termes de l'accord conclu avec les États-Unis. Comme c'est leurs médias qui parlent, ces activités pourraient constituer une violation des termes de l'accord conclu avec Washington. Où est l'accord désormais? Les Iraniens même savaient que Donald Trump allait violer l'accord. S'ils sont naïfs, qu'ils se mettaient à suivre l'accord. Vous savez que quelqu'un a l'envie irrésistible, l'appétit de vous détruire. Et vous allez vous laisser amadouer par un simple accord. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce que l'Iran est en train de faire. Pour revenir, le guide suprême, le nouveau guide, a promis de venger son père. Et cette dernière déclaration inquiète beaucoup Donald Trump. Parce qu'il sait que les Iraniens, quand ils disent, ils le font. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec bien sûr de nouvelles actualités. Les services de renseignement américains sont bouleversés. Le président Donald Trump lui-même, il est bouleversé. L'opinion publique américaine est bouleversée. Tous sont dans la confusion totale après l'envoi d'un renseignement secret par les services secrets israéliens aux services américains. En termes clairs, Israël a envoyé des informations concordantes à travers son service secret. Et ces informations qui ont été transmises au service de renseignement présidentiel qui affirmaient que Donald Trump devrait faire très attention puisqu'ils ont découvert une piste au compte de laquelle l'Iran avait préparé un scénario, plusieurs scénarios j'allais dire, des complots pour éliminer physiquement Donald Trump, pour le tuer. Alors, l'information est tombée. L'Iran veut envoyer Donald Trump au repos éternel. Même si cette information n'est pas nouvelle, on n'a pas besoin des services de renseignement israéliens pour le savoir. Les Iraniens en avaient fait la déclaration. Le guide suprême qui est décédé, il avait pris une ordonnance pour déclarer Donald Trump Mohareb. Ils avaient même mis la tête de Donald Trump à prix. Jusque-là, ils n'ont pas encore changé l'ordonnance. Lors des funérailles de l'ayatollah, plusieurs Iraniens qui étaient sortis criaient à la vengeance et appelaient à mort le président du pays de l'oncle Sam. C'est connu de tous. C'est connu de tous que l'Iran nourrit un sentiment négatif vis-à-vis de Donald Trump. Mais là où se situe le problème, Israël, qui a un service de renseignement qui n'est pas plus fort que le service de renseignement américain, c'est le service de renseignement israélien qui envoie une note secrète sans donner assez de détails. Et les contours du complot sont flous. Or, dans le cadre d'un service de renseignement d'un tel niveau, il faut donner plus de détails, puisque c'est de service de renseignement à service de renseignement. Et nous parlons de la vie d'un président de la plus forte nation au monde, les États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas du jeu. Alors, parallèlement, le service de renseignement américain a constaté que la piste que le service secret israélien a suivie, eux, ils n'ont jamais suivi cette piste. Ils n'ont jamais même pensé à cette piste. Ils savaient quand même qu'il y avait des menaces contre Donald Trump et contre les intérêts américains, mais sans aller jusqu'au niveau où un plan spécifique serait élaboré visant à l'élimination physique de Donald Trump. Donc, voilà pourquoi le service de renseignement américain est dépassé. Et donc, vous comprenez pourquoi Donald Trump a laissé son avion, le Boeing 747 qui lui a été offert fraîchement par le Qatar, dans lequel il est allé à Ankara, lequel avion Donald Trump s'est permis de vanter même sa magnificence. Il avait laissé ça pour prendre l'ancien Air Force One. Et l'argument qu'il a avancé, c'est qu'ils ont avancé son entourage, ils ont dit que
cet avion n'était pas bien prêt en termes sécuritaires pour assurer la sécurité présidentielle. C'est un faux argument. Or, c'est dans cet avion que Donald Trump est arrivé à Ankara, de Washington à Ankara. D'accord. Maintenant, c'est dans la foulée que l'information était tombée. Mais plusieurs analystes et même certains membres du service de renseignement américain sont en train de craindre quelque chose. Ils craignent que l'information transmise par Israël ne soit une information qui a un objectif politique. Puisque Donald Trump a frappé récemment l'Iran, mais avec pour objectif d'arrêter rapidement et de se replier. Donald Trump lui-même, il avait annoncé que oui, c'était juste de façon passagère. Mais Israël, vous savez que Israël voudrait que la guerre continue. Israël veut que Donald Trump ne se désengage pas du tout de la guerre contre l'Iran. Donc, comme ils sont passés par la voie orale, ils ont toujours cherché à convaincre Donald Trump. Et quand Donald Trump s'engage après, il se retire. Il s'engage après, il se retire. Ils se sont donc dit qu'il faut passer par une formule supérieure. Et la formule supérieure, c'est quoi? Il faut faire peser une menace sur sa propre vie, sur la vie de Donald Trump. Lorsque Donald Trump a les informations concordantes et rassurantes provenant des services de renseignement qui prouvent que un complot est en cours pour l'éliminer, il ne va plus penser simplement à l'intérêt de l'Amérique. Lui, il va penser désormais à sa propre survie humaine. Il ne s'agit pas d'une survie politique, ni d'une survie économique, mais de sa propre survie humaine. Et du moment où Donald Trump pense à sa propre survie, les décisions qu'il va prendre vont être des décisions fracassantes. Alors, allons-y dans un peu plus de détails avant de revenir sur le décryptage. Il faut dire que selon l'information, c'est une source proche du dossier qui a précisé à CNN que cette alerte concernait un complot précis. Mais les détails exacts du plan visé restent flous. On a deux sources qui ont indiqué que les services américains n'avaient pas eux-mêmes vérifié cette information et ne suivaient pas cette piste avant la transmission de Tel Aviv. Donc plusieurs responsables américains estiment que ce signalement israélien pourrait aussi répondre à un objectif politique. Et cet objectif, c'est quoi? Peser sur les arbitrages de Donald Trump concernant une éventuelle intensification des frappes contre l'Iran. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est connu pour son scepticisme envers les efforts diplomatiques américains avec Téhéran, s'est entretenu par téléphone avec Trump hier jeudi et devrait se rendre prochainement à Washington. Donc l'équation est désormais claire. Le gars, il profite des menaces iraniennes et de la volonté iranienne, puisque l'Iran veut envoyer Donald Trump au repos éternel. Il profite de cette volonté affichée, même s'il n'y a pas de plan bien établi, il fait monter un faux coup pour donner une force alerte, toujours pour influencer la libre décision de Donald Trump. Et vous savez, Netanyahou s'est toujours considéré comme celui-là, le seul au monde qui peut convaincre Donald Trump. Et il a fait ses preuves. C'est lui qui a convaincu Donald Trump. Et puis Donald Trump a déclenché la guerre contre l'Iran pour la deuxième fois. Voilà. Et donc aujourd'hui, il voit que Donald Trump n'est pas trop en train de l'écouter. Donald Trump veut privilégier la diplomatie. Pourquoi Trump veut privilégier la diplomatie? Parce que Donald Trump, il a des élections de mi-mandat qui arrivent. Il a son opinion publique, l'opinion américaine, à satisfaire. Puisque déjà même le Sénat américain a limité ses pouvoirs dans l'exercice de la guerre contre l'Iran. Et donc, vis-à-vis de tout ça, Netanyahou ne veut pas entendre le mot diplomatie. Lui, il veut la continuité de la guerre. Et donc, cette révélation qui vient d'être faite par des responsables américains qui doutent même de la crédibilité de l'information israélienne, quel pourra être l'impact de cela sur les futures relations entre Netanyahou et le président Donald Trump?
Alors, dames et messieurs, nous répondrons à cette question dans une prochaine conférence. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. L'Alliance transatlantique, l'OTAN, est dépassée de ce que la Russie vient de faire à Kiev. Ils sont dépassés. Dans la nuit du 10 au 11 juillet, la Russie a frappé. Des missiles sont passés. Les systèmes d'alerte ne fonctionnaient plus à Kiev. Jusque-là, nous n'avons pas encore la réponse de comment la Russie a fait. Mais ce qui reste clair, ça a été fait. Alors, la Russie a changé de stratégie de frappe. Ce ne sont plus les infrastructures énergétiques en tant que telles qui sont seulement visées. Mais cette fois-ci, ce sont des dépôts, des usines de production de drones et des usines d'assemblage de drones. Les usines pour lesquelles l'Occident a financé beaucoup et que l'Ukraine a commencé à produire les drones, ces drones qui frappent le territoire russe ces derniers temps, ce sont leurs usines qui ont été ciblées. Mais la Russie n'a pas plaisanté. La Russie a tout rasé sur son chemin, tout ravagé. Selon l'information, lors de la frappe russe, des installations du complexe militaro-industriel de Kiev ont été frappées. L'entreprise Aerodrone a été frappée. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de drones. Une entreprise ukrainienne spécialisée dans la production de drones. Ces derniers temps, vous savez que l'Ukraine s'est vantée avec des frappes de drones en profondeur, jusqu'au point où le président français Emmanuel Macron est venu, féliciter l'Ukraine pour ses prouesses, notamment sa capacité de production de drones à foison dans un temps record, et surtout dû à l'efficacité de ces drones qui frappaient en profondeur le territoire russe. Maintenant, ce sont ces usines qui produisent là, qui assemblent ces drones. Il y en a qui produisent, il y a des usines qui assemblent. Puisqu'il y a certains drones qui ne sont pas produits sur le territoire, quand ces drones arrivent, les composantes arrivent, on assemble en Ukraine. Il y a aussi d'autres usines, je voulais dire, qui sont chargées de la production des drones. Dès lors que c'est produit, il y a une autre usine qui se charge de l'assembler. Ce sont ces complexes qui ont été visés et bousillés par la Russie. Alors, ce n'est pas seulement l'entreprise Aerodrone qui a été frappée. Une frappe a été menée contre l'entreprise Famplitz, toujours à Kiev. Et là, cette entreprise Famplitz, c'est là où sont assemblés les drones Firepoint 2, qui sont des drones extrêmement puissants. Vous voyez sa dénomination, Firepoint 2. Donc c'est le deuxième niveau. Feu de pointe. La traduction en français. Ce sont ces usines qui sont désormais visées par la Fédération de Russie. Ce n'est pas terminé. Le port de Tchernomorsk, dans la région d'Odessa, a été frappé copieusement, proprement. Ils ne se sont pas limités là. Les ports de Yuji et Ismail ont été également frappés, mais copieusement. Les missiles ont transpercé le ciel iranien, le ciel ukrainien, je voulais dire. Les systèmes d'alerte ne fonctionnent plus, en tout cas pour la récente frappe. Beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes géopolitiques se demandent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment la Russie a fait pour réussir une telle prouesse? Ou bien la Russie a-t-elle pris des leçons auprès de l'Iran, de son petit sur l'Iran? Parce que c'est l'Iran qui a montré de telles preuves du côté d'Israël. C'est l'Iran qui frappe en Israël. L'armée est dépassée. Les systèmes d'alerte ne se déclenchent même pas.
C'est la même chose que la Russie a commencé en Ukraine. Et quand c'est comme ça, mais ça fait énormément de dégâts. À la fois sur le plan militaire, mais surtout sur le plan civil. Parce qu'au moins, lorsque les sirènes retentissent, les gens, les citoyens sont informés, se mettent à l'abri. Mais ils ne sont pas alertés. Ils font quoi? Alors, selon le ministère de la Défense russe, ces ports qui ont été frappés sont des nœuds logistiques d'approvisionnement pour les forces armées ukrainiennes. Puisque généralement, les ports sont des objectifs civils, ce sont des choses à caractère civil, qui en temps de guerre, on n'est pas censé les frapper. Mais la Russie a des preuves que ce sont par ces ports-là, au lieu que ces ports soient utilisés exclusivement pour des activités civiles, mais beaucoup plus d'activités militaires y sont menées. Et c'est pourquoi la Russie les considère comme étant des cibles. Et la Russie les foudroie tant que c'est possible. Mais pour la nuit d'hier, ça a été un autre niveau. Alors, le port d'Ismaël est notamment désigné comme un grand nœud alternatif majeur sur le Danube. Donc c'est pourquoi la Russie a ciblé. Mais encore, ce qu'il faut dire, l'armée russe ne s'est pas limitée à ça. L'armée russe a continué à frapper les infrastructures ferroviaires. Des infrastructures ferroviaires ont été frappées dans les zones contrôlées. Oui, par exemple dans la ville de Snovsk, dans la région de Tchernigiv, l'une des locomotives ferroviaires utilisées par les forces armées ukrainiennes a été détruite, fracassée grâce à un drone Geran 2 Psyker. Voici là où ça devient bizarre. La Russie a tellement modifié et amplifié les capacités du drone Shahed 136. Et vous savez que le drone Shahed 136, c'est un drone iranien. L'Iran a donné la licence de la production de ces drones à la Russie. Les experts, les scientifiques russes y ont ajouté leur grain de sel pour donner naissance à des drones qu'on a appelés Geran. Geran a fait ses preuves en Ukraine de telle sorte que l'état-major de l'armée ukrainienne, à un moment donné, s'était mis à pleurer des conséquences fâcheuses qu'entraînaient les frappes de Geran, des drones Geran. La Russie a compris. Les experts sont entrés en laboratoire à nouveau. Les experts ont produit Geran 1, le seigneur de Geran tout court, fabriqué à moindre coût, mais d'une capacité de destruction inimaginable. Geran 1 a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a fait pleurer l'armée ukrainienne. Les scientifiques russes étaient très contents. Ils ont dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui reste. Ils sont encore rentrés en laboratoire. Et ils ont produit Geran 2. Ça même, c'est, non, le Babaché. Ben, quand les forces armées ukrainiennes ont commencé à pleurer, ils n'ont pas de système qui permette de stopper ces Geran 2. C'est pendant ce moment que la Russie, les experts russes rentrent encore au laboratoire. Et ils ont maintenant sorti le drone Geran 2 Psyker. Ils ont ajouté Psyker. On ne sait même pas Psyker veut dire quoi, mais ça leur permet de différencier. Je veux dire, c'est un autre niveau de malédiction de l'arme. Une arme vraiment maudite parce que sa capacité de nuisance a dépassé les limites même du pays qui l'a initié, qui l'a créé. C'est avec cette arme que la ville de Snovox et aussi la ville de Tchernigiv, les deux villes ont été frappées. Imaginez seulement les conséquences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça, bien sûr, la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. Au cours des dernières frappes américaines contre l'Iran, un phénomène majeur a attiré l'attention de beaucoup d'observateurs, de beaucoup d'analystes. Et ce fait, c'est la frappe américaine contre un axe stratégique qui relie l'Iran à la Chine et à la Russie.
c'est un axe stratégique qui a été frappé. Le vrai problème, c'est que la zone qui a été frappée, c'est une zone de liaison stratégique entre l'Iran, la Russie et la Chine. Et donc, beaucoup d'observateurs estiment que cette frappe n'était pas anodine. Et si cette frappe n'était pas anodine, ça veut dire clairement qu'il y aura des conséquences. La Chine et la Russie vont se sentir obligés de réagir d'une manière ou d'une autre. Alors, selon l'information, la frappe américaine qui a été signalée, c'est une frappe qui a eu lieu contre le pont ferroviaire Dak Teke Khan. C'est ça le nom du pont ferroviaire. Vous savez, depuis hier, l'information a circulé un peu partout. Un pont ferroviaire a été frappé. Et donc, le nom du pont ferroviaire, c'est Dak Teke Khan. Ce n'est pas facile de prononcer. Ça, c'est dans le nord de l'Iran. Alors, cette frappe, selon plusieurs analystes, pourrait avoir des conséquences qui vont dépasser le seuil du cadre militaire. Ça veut dire, les conséquences ne vont pas se limiter au plan militaire. Et lorsqu'on parle de conséquences militaires aujourd'hui, nous savons que les échanges de tirs se passent entre l'Iran et Washington. La Chine et la Russie n'ont rien à voir dedans. Et même si on payait la Chine et la Russie, ces deux pays n'accepteraient pas maintenant là de se lancer dans une bataille militaire contre Washington par rapport à l'Iran. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que ça peut engendrer une frustration de la Chine et de la Russie et frustration qui pourra être traduite par des comportements encore de plus en plus hostiles de la part de la Chine et de la Russie vis-à-vis de Washington. Parce que là, nous parlons d'un pont ferroviaire qui procédait à une liaison beaucoup plus économique et stratégique. Et donc, selon les autorités iraniennes, l'ouvrage a été endommagé lors de l'attaque. Mais des travaux de réparation ont toutefois été lancés afin de rétablir rapidement le trafic ferroviaire. Alors, le pont s'inscrit dans un corridor ferroviaire reliant l'Iran au Turkménistan, puis à l'Asie centrale. Cette infrastructure est utilisée pour le transport des marchandises et cette infrastructure constitue un maillon des liaisons terrestres vers la Russie et la Chine. Donc c'est un élément important dans la liaison terrestre de la Chine à l'Iran, de l'Iran à la Russie. Et donc, figurez-vous que, à travers cette liaison terrestre, des marchandises circulent. Alors, le fait que ce pont soit frappé, cela crée déjà une difficulté économique pour les citoyens de ces différents pays qui se déplaçaient pour marchander leurs différents articles. Mais en vérité, il faudrait simplement que le pont ferroviaire soit rapidement rétabli pour que la circulation reprenne. Mais si l'Amérique frappe à nouveau, cela signifierait que l'Amérique a envie de mettre une séparation nette, une dislocation entre l'Iran, la Chine et la Russie. Et donc, si ce sentiment est prouvé, la Chine et la Russie vont prendre une position. Déjà, la Chine et la Russie ont une position vis-à-vis de Washington, mais cette fois-ci, le clou sera enfoncé. Il faut dire aussi qu'avec les tensions persistantes en mer, dans le Golfe Persique, plusieurs analystes estiment que ces itinéraires ferroviaires ont pris une importance croissante pour le flux ou les flux commerciaux régionaux. Voici là où se situe le second problème. Il y a la guerre dans le Golfe Persique. Les routes maritimes sont bloquées.
même les routes aériennes. Donc aujourd'hui, si il y a une route ferroviaire qui peut faciliter les flux commerciaux, les citoyens de ces différents pays préfèrent utiliser la voie ferroviaire. Mais c'est encore cette voie ferroviaire qui a été frappée. Et donc, regardez le sentiment que la Russie et la Chine ont à l'instant où le constat est palpable que Washington chercherait à perturber ce flux commercial. Nous savons quand même que nous sommes la puissance américaine et iranienne sont en conflit, à la guerre comme à la guerre. Mais la guerre a aussi ses conséquences. Et donc, à ce stade, pour le moment, il n'y a aucune preuve indépendante qui permet d'affirmer que Washington a délibérément visé cette infrastructure en raison de son rôle dans les échanges entre l'Iran, la Chine et la Russie. Pour le moment, il n'y a aucune confirmation que c'était de façon volontaire. Nous savons quand même qu'en période de conflit, on respecte tout ce qui est civil. Si l'Ukraine et la Russie ont dépassé cette étape de ne plus respecter tout ce qui est civil, mais l'Iran et Washington ainsi qu'Israël n'ont pas encore atteint ce niveau de violation des règles dans la guerre. Donc, est-ce que c'était une erreur de frappe? Ou alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, si ce n'était pas une erreur de frappe et que c'était fait de façon délibérée, là, dans ce cas, Washington commence à se mettre en véritable confrontation avec la Russie et la Chine. Parce que la Chine et la Russie ne vont pas tolérer si les deux puissances s'en rendent compte que c'était de façon délibérée. Alors, pour l'instant, l'ampleur des dégâts ainsi que l'état opérationnel de la ligne ferroviaire reste également à confirmer. Mais la vérité, c'est que ça a été frappé. Et donc, la situation se complique. Au fur et à mesure que le conflit est en train de perdurer, plus le conflit est en train de se propager, de prendre d'autres dimensions. Et si on n'y prend pas garde, de nouveaux acteurs vont être impliqués dans ce conflit. Ce qui risque de rendre difficile le retour à la paix du côté de l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était donc ça la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec, bien sûr, de nouvelles actualités.